Le silence pesant de la cathédrale Notre-Dame de Valois n'était rompu que par le murmure des prières et le froissement des soies. Debout à l'autel, Margot sentait le poids de 1000 regards sur elle, un fardeau aussi lourd que la tiare de diamants qui reposait sur ses cheveux. La lumière blafarde filtrant à travers les vitraux anciens dessinait des ombres dansantes sur les dalles de marbre, aussi froides que la main du prince Henri qu'elle allait devoir accepter. Vêtue d'une robe somptueuse qui semblait appartenir à une autre femme, elle se sentait prisonnière d'un conte de fées sans amour, une simple pièce sur l'échiquier d'une dynastie. Chaque bouffée d'air était imprégnée du parfum entêtant des lys blancs, des fleurs de deuil pour la vie qu'elle laissait derrière elle. Henri, à ses côtés, était une statue de perfection royale, son profil ciselé et son regard impénétrable fixé sur l'archevêque. Il était l'incarnation du devoir, un prince prêt à tout sacrifier pour sa couronne, y compris le cœur d'une inconnue. Les vœux sacrés résonnaient sous la voûte gothique, mais dans l'esprit de Margot, ce n'étaient que les clauses d'un contrat de fer qui se récitaient. Chaque mot prononcé par l'homme d'église était une chaîne invisible qui la liait à cet homme et à ce destin. Son « oui » fut à peine un souffle, un murmure arraché à sa gorge nouée, non pas une promesse d'amour éternel, mais un serment de protection pour l'enfant qu'elle portait secrètement. C'était pour lui, pour son avenir, qu'elle acceptait cette cage dorée. Le moment de l'échange des alliances arriva, et le contact de leur peau fut fugace, glacial, une simple formalité qui scellait un accord commercial plutôt qu'une union sacrée. Le voile de dentelle qui dissimulait son visage était un rempart fragile contre la curiosité de la cour, un mince rideau cachant la dignité silencieuse d'une femme qui jouait le rôle de sa vie. Elle était désormais une princesse, mais elle se sentait plus que jamais une étrangère. Quand Henri se tourna vers elle pour le baiser, ses yeux d'un bleu polaire la scrutèrent sans chaleur, cherchant non pas une épouse, mais la garantie d'une lignée. Son regard était un mélange de fierté inflexible et d'une attente presque clinique. Il ne voyait en elle qu'un moyen d'atteindre son but, un héritier pour le trône de Valois, un rempart contre les ambitions de son jeune frère qui guettait la moindre de ses faiblesses. Pourtant, sous cette armure de prince, Margot crut déceler une infime fissure, une lueur de vulnérabilité qui disparut aussitôt. Peut-être était-il lui aussi un prisonnier de son rang, enchaîné à des devoirs qui étouffaient l'homme derrière le monarque. Le baiser qu'il déposa sur ses lèvres fut bref, chaste, un geste pour la galerie. Les applaudissements de l'assemblée s'élevèrent, célébrant une illusion parfaite, tandis que le son résonnait dans le vide immense qui les séparait déjà, un abîme de secrets et de solitude partagée. Les portes monumentales de la cathédrale s'ouvrirent, libérant un flot de lumière qui les aveugla un instant. Alors qu'ils descendèrent les marches sous une pluie de pétales de roses, acclamés par une foule qui croyait assister à la naissance d'un amour de légende, le cœur de Margot battait une complainte silencieuse. Si cette histoire, née d'un devoir glacial et d'un amour impossible, touche déjà votre âme, abonnez-vous pour vivre avec nous chaque secret, chaque larme et chaque espoir de cette union extraordinaire. Soutenez notre récit en aimant cette vidéo et partagez en commentaire l'émotion que vous ressentez pour Margot, seule face à son destin. Sa main, posée sur le bras du prince, sentait la rigidité de l'uniforme militaire, une barrière de tissu et de protocole qui renforçait la distance entre leurs deux mondes. Chaque pas sur ce tapis rouge était un pas de plus vers sa nouvelle prison. Le trajet en carrosse royale fut un supplice de silence et de faux semblants. À travers la vitre, Margot voyait défiler les visages souriants de gens ordinaires, des gens libres qui célébraient un mensonge doré. À l'intérieur de la voiture, l'air était glacial. Henri n'avait pas prononcé un mot. Il contemplait le paysage urbain avec une indifférence étudiée, son reflet dans la fenêtre lui renvoyant l'image d'un homme maître de ses émotions, un souverain déjà couronné de solitude. Pour lui, elle n'était qu'une clause remplie, une obligation honorée. Margot glissa discrètement sa main dans la poche cachée de sa robe, ses doigts effleurant le papier glacé d'une photographie d'échographie. C'était son talisman, son encre dans cette tempête de faux semblants. Ce petit être, fruit d'une nuit oubliée, était la seule vérité dans ce monde d'illusions, et elle se battrait pour lui, même si cela signifiait renoncer à elle-même. Le carrosse s'immobilisa devant les grilles imposantes du palais royal, une forteresse de pierre et d'histoire qui serait désormais sa demeure. Alors que les laquais ouvrirent la portière,
Henri se tourna enfin vers elle, et sa voix basse et tranchante brisa le silence. « Votre rôle commence maintenant. Ne l'oubliez jamais. Un héritier. C'est tout ce que j'attends de vous. » Ces mots, prononcés sans la moindre inflexion de chaleur, étaient une sentence. Il la laissa sur le seuil de ses appartements, une suite somptueuse, mais vide, avant de disparaître dans le dédale des couloirs. La porte se referma dans un claquement sec, scellant son sort. Elle avait dit oui, elle était devenue princesse. Son ventre portait l'avenir du royaume. Mais comment elle, Margot Dubois, simple professeure de lettres à Paris, avait-elle pu se retrouver piégée dans ce mariage sans amour avec un prince dont elle ignorait tout? Tout avait commencé quelques mois plus tôt, bien loin de la splendeur glaciale de ce palais. Quelques mois avant cette journée glaciale à la cathédrale, la vie de Margot Dubois était un poème simple, écrit à l'encre de la passion et de la tranquillité. Professeur de lettres dans un lycée parisien, son univers se composait de l'odeur des vieux livres, du crissement de la craie sur le tableau noir et des yeux curieux de ses élèves. Son petit appartement sous les toits, avec sa vue imprenable sur les jardins du Luxembourg, était son sanctuaire, un havre de paix où la poésie de Baudelaire résonnait plus fort que le tumulte de la ville. Elle était une femme de mots, une âme qui trouvait la beauté dans la simplicité, loin des fastes et des couronnes. Une seule nuit, une rencontre passionnée et anonyme lors d'un gala de charité où elle s'était rendue par hasard avait fissuré cette existence ordonnée. Un homme au regard magnétique et à la tristesse insondable, une parenthèse de fièvre et d'abandon qu'elle croyait avoir refermée pour toujours au petit matin. La certitude s'abattit sur elle un matin brumeux d'octobre, dans le silence de sa petite salle de bain. Les 2 lignes bleues sur le test de grossesse étaient implacables, une sentence autant qu'une promesse. La panique, froide et paralysante, s'empara d'elle avant même que la joie puisse éclore. Elle était seule. L'homme de cette nuit était un fantôme, un souvenir sans nom ni adresse, une ombre qui s'était évaporée avec l'aube. Assise sur le carrelage froid, elle sentit le poids du monde s'écraser sur ses épaules. Comment allait-elle faire face? Comment expliquer cette situation à sa famille, à ses collègues, à ses élèves? La société, avec ses jugements silencieux et ses attentes rigides, lui semblait soudain un tribunal impitoyable. Chaque regard dans la rue, chaque conversation entendue au café semblait la pointer du doigt. Le secret qu'elle portait en elle devenait un fardeau, une solitude si profonde qu'elle en avait le vertige, un abîme qui la séparait du reste du monde. Les semaines qui suivirent furent un lent naufrage. Les nausées matinales la trahissaient en plein cours, la fatigue minait sa concentration et sa passion pour l'enseignement s'étiolait sous le poids de l'anxiété. Les regards de ses collègues passèrent de la sympathie à la suspicion et les murmures dans les couloirs devinrent une torture quotidienne. Elle perdit son poste sous un prétexte fallacieux, une réorganisation qui ne trompait personne. Sans emploi, avec des économies qui fondaient comme neige au soleil, la peur devint sa compagne de chaque instant. Chaque facture impayée était une nouvelle fissure dans les fondations de sa vie. Chaque porte qui se fermait était un écho de sa propre solitude. Elle vendit ses bijoux puis ses livres les plus précieux, sacrifiant des parcelles de son âme pour gagner quelques jours de répit. Paris, la ville qu'elle avait tant aimée, lui montrait son visage le plus dur, celui de l'indifférence et de l'isolement. Pourtant, au cœur de ce désespoir grandissant, une force nouvelle germait en elle. C'était une force féroce, primale, qui n'avait rien à voir avec sa propre survie. Chaque soir, dans la pénombre de son appartement de plus en plus vide, elle posait la main sur son ventre, sentant la vie minuscule qui pulsait sous sa paume. C'était une promesse silencieuse, un pacte sacré. Elle ne se battait plus pour elle-même, mais pour cet être innocent qui n'avait pas demandé à venir au monde dans de telles circonstances. Cet enfant était la seule vérité dans un océan de mensonges et de difficultés, son unique ancre. Cette certitude transforma sa honte en détermination et sa peur en un courage inébranlable. Elle ferait n'importe quoi, accepterait n'importe quel sacrifice pour protéger son enfant, pour lui offrir un avenir qu'elle-même ne pouvait plus s'assurer. Sa dignité n'était plus une question d'apparence, mais un rempart intérieur pour défendre la vie qu'elle portait. Le point de rupture arriva un jour de pluie battante. Une lettre d'expulsion glissée sous sa porte, froide et officielle, sonnait le glas de ses derniers espoirs. Assise par terre, au milieu de cartons à moitié remplis, elle regarda par la fenêtre les gouttes de pluie tracer des sillons sur la vitre,
comme des larmes sur le visage de la ville. Elle avait tout perdu, son travail, sa réputation, son foyer. Elle était au bord du gouffre, une ombre dans la ville lumière, sans personne vers qui se tourner. La vulnérabilité était totale, un sentiment d'impuissance si absolu qu'il en devenait presque paisible. C'est à ce moment précis, alors qu'elle touchait le fond de son désespoir, que le destin choisit de frapper à sa porte. Un son clair et autoritaire qui brisa le silence de sa défaite, une interruption si inattendue qu'elle crut d'abord l'avoir imaginée. Un écho d'un monde qui l'avait oublié. Hésitante, elle se leva et ouvrit la porte. Un homme en costume sombre, au visage impassible et au port militaire, se tenait sur le palier. Il ne dit pas un mot, se contentant de lui tendre une enveloppe épaisse, couleur crème, scellée par un cachet de cire rouge, orné d'un blason qu'elle ne reconnut pas. La texture du papier, luxueuse et rigide, contrastait violemment avec la misère de son environnement. Ses doigts tremblaient légèrement en la prenant. L'homme s'inclina sobrement et repartit sans un regard en arrière, la laissant seule avec cet objet mystérieux. C'était une convocation, pas une invitation. Elle le sentait dans le poids du papier et dans le silence de son messager. Son cœur battait à tout rompre, un mélange de terreur et d'une infime lueur d'espoir. Sans le savoir, elle tenait entre ses mains la réponse à ses prières, mais aussi le contrat qui allait sceller sa nouvelle vie de prisonnière dorée. Le papier épais et crémeux tremblait entre ses doigts, alors qu'elle brisait le seau de cire rouge, un acte qui semblait à la fois sacrilège et inévitable. L'encre noire, élégante et impérieuse, formait des mots qui n'avaient aucun sens dans son univers de solitude et de dénuement. Une adresse dans le triangle d'or, une heure précise, une voiture qui l'attendrait en bas de son immeuble délabré. Il n'y avait ni nom, ni explication, seulement cet ordre silencieux qui ne tolérait aucun refus. Une partie d'elle, la plus rationnelle, lui criait de déchirer cette lettre, de la jeter aux quatre vents et de s'enfuir. Mais une autre voix, plus profonde, celle de la mère louve prête à tout pour son petit, lui murmurait que c'était peut-être sa seule et unique chance. Elle enfila son unique manteau décent, une barrière bien mince contre le froid de novembre et l'inconnu qui l'attendait, serrant contre son cœur le secret de cette vie qui grandissait en elle, son unique arme et sa plus grande vulnérabilité. La voiture était une berline noire aux vitres teintées, un prédateur silencieux et luxueux qui semblait déplacé dans sa rue grise et modeste. Le chauffeur, aussi impassible que le messager, lui ouvrit la portière sans un mot. L'intérieur sentait le cuir neuf et le pouvoir, un parfum si différent de celui de la poussière et des vieux livres qui avaient été le sien jusqu'alors. Le trajet se fit dans un silence absolu, Paris défilant derrière les vitres, comme le décor d'une vie qui ne lui appartenait déjà plus. Elle fut conduite non pas dans un bureau, mais dans la suite d'un palace, un espace immense et impersonnel, où les meubles design semblaient crier leur prix. Et il était là. Debout près de la baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur la tour Eiffel, il se retourna lentement. Le choc lui coupa le souffle. Ce n'était pas un inconnu, c'était lui. L'homme de cette nuit-là, le fantôme de ses souvenirs, dont le visage s'étalait parfois à la une des magazines qu'elle ne lisait jamais. Le prince Henri de Valois. Son regard, d'un bleu polaire qui rappelait les glaciers les plus inaccessibles, la scrutait sans la moindre trace de chaleur, analysant chaque détail de sa misère avec une précision clinique. Il n'y avait aucune reconnaissance de la femme qu'il avait tenue dans ses bras, seulement l'évaluation froide d'un problème à résoudre. Sa première impression d'elle fut celle d'une fragilité trompeuse, une dignité farouche qui brillait dans ses yeux malgré ses vêtements usés et sa pâleur. Il voyait la fatigue, la peur, mais aussi une force inattendue qui le déstabilisa un instant. « Je sais pour l'enfant, dit-il, sa voix grave et dénuée de toute émotion, tranchant l'air comme une lame. Mon enfant, l'héritier dont j'ai un besoin absolu pour conserver mon droit au trône. » Chaque mot était un coup, une affirmation de propriété qui la niait en tant que personne pour la réduire à un simple réceptacle. Il ne lui demandait rien, il lui exposait des faits, des pièces sur un échiquier où elle était le pion central. La surprise initiale de Margot se mua en une colère glaciale, une vague de feu qui réchauffa ses membres engourdis par le choc. Alors c'était ça. Elle n'était pas une femme qu'il avait désirée, mais une solution anonyme à un problème dynastique. Sa première impression de lui fut celle d'un homme magnifique mais brisé, d'un roi en cage dorée,
dont le cœur était aussi froid et vide que cette suite luxueuse. Elle vit la solitude dans ses yeux, une solitude si profonde qu'elle en était presque terrifiante. Mais cela n'excusa en rien la cruauté de son approche. Elle se redressa, la main instinctivement posée sur son ventre, un geste de protection qui était aussi un défi. Elle ne pleurerait pas, ne le supplierait pas. Elle avait affronté la faim, l'expulsion, l'humiliation seule. Elle pouvait affronter un prince. Son silence était plus éloquent que n'importe quel cri, une résistance passive qui semblait le déconcerter plus que des insultes ou des larmes. Il s'approcha de la table en marbre où reposait un unique document relié de cuir. « Ceci est un contrat », expliqua-t-il, sans jamais la quitter des yeux. « Il stipule que vous deviendrez ma femme. Notre mariage légitimera l'enfant, qui sera élevé comme l'héritier présomptif de Valois. En échange, votre avenir et celui de l'enfant seront assurés au-delà de tout ce que vous pourriez imaginer. Vous aurez tout ce que l'argent peut acheter, mais vous renoncerez à votre vie passée, à votre nom, à votre liberté. » Il fit une pause, laissant le poids de chaque mot s'installer dans le silence. « Refusez, et je m'assurerai par tous les moyens légaux d'obtenir la garde exclusive de mon fils. Vous ne le reverrez jamais. » La menace était claire, brutale, ne lui laissant aucune échappatoire. Il lui offrait une prison dorée ou la perte de la seule chose qui comptait pour elle. C'était un choix qui n'en était pas un, une reddition déguisée en proposition. Margot sentit le sol se dérober sous ses pieds, mais elle s'accrocha à l'image de son enfant. Elle regarda le contrat, symbole de sa capitulation, puis plongea son regard dans le sien, cherchant une fissure dans cette armure de glace. Elle n'en trouva aucune. Sa décision fut instantanée, dictée non par la peur, mais par un amour féroce et inconditionnel. Elle ne le faisait pas pour elle, mais pour lui offrir le monde, même si cela signifiait se perdre elle-même. « J'accepte, » dit-elle, sa voix étonnamment ferme, « mais à une seule condition, vous ne toucherez plus jamais à mon cœur. » Un défi silencieux passa dans ses yeux, une promesse de résistance intérieure. Henri, pour la première fois, parut surpris par sa dignité intacte. Il hocha la tête, un accord scellé dans la froideur. « Bien, préparez-vous. Nous partons pour Valois immédiatement. Votre ancienne vie est terminée. » Il se détourna, la laissant seule avec le contrat, le poids de son avenir et le début de sa captivité. Le voyage depuis Paris s'était déroulé dans un silence de marbre, une extension glaciale de la suite du palace où son destin avait été scellé. Le prince Henri, assis en face d'elle dans le compartiment privé du train royal, n'avait pas prononcé un mot, ses yeux fixés sur le paysage qui fuyait, un défilé de vies ordinaires qu'elle quittait pour toujours. À son arrivée au palais de Valois, les grilles monumentales en fer forgé s'étaient refermées derrière leur voiture avec la finalité d'une porte de prison. L'architecture du château était à la fois magnifique et oppressante, une forteresse de pierre blanche qui semblait défier le ciel, chaque tour et chaque gargouille un rappel silencieux du poids de l'histoire et du devoir. L'air y était plus froid, imprégné d'une odeur de cire ancienne et de tradition immuable. Margot, la main toujours posée sur son ventre, sentit une solitude encore plus profonde l'envahir. Elle n'était plus à Paris, elle était entrée dans le royaume de l'homme qui possédait son avenir, mais qui n'atteindrait jamais son âme. Une intendante au visage sévère, vêtue de noir, la conduisit à travers des couloirs interminables, dont les murs étaient ornés de portraits d'ancêtres au regard accusateur. Ces appartements étaient une suite de pièces somptueuses, décorées de soies et de dorures, mais d'une froideur impersonnelle. Une immense fenêtre donnait sur des jardins à la française, parfaitement symétriques et sans vie. C'était là que Henri la rejoignit, se tenant sur le seuil, refusant d'entrer. « Vous apprendrez le protocole », déclara-t-il, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. « Vous assisterez aux fonctions officielles à mes côtés. Vous sourirez. En privé, nous n'avons aucune obligation l'un envers l'autre. Votre chambre est ici. La mienne est à l'autre bout de l'aile. » La porte qui les séparait devint instantanément le symbole de leur arrangement. Une barrière de bois précieux aussi infranchissable qu'un abîme. Margot ne répondit pas, se contentant de le regarder avec une dignité calme qui semblait le déstabiliser plus que n'importe quelle protestation. Le premier dîner avec la famille royale fut une épreuve de feu. Assise à la droite d'Henri, face à son jeune frère, le prince Louis, Margot sentit le poids de chaque regard. Louis était l'opposé de son aîné, charmant, volubile,
avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux calculateurs. Il leva son verre de cristal, un éclat prédateur dans le regard. « À notre nouvelle princesse, dit-il, sa voix mielleuse, une rose française cueillie dans les jardins parisiens. Dites-nous, Votre Altesse, la transition entre l'enseignement de la poésie et la gestion d'un royaume ne doit pas être trop déroutante. La question était une flèche empoisonnée, une insinuation à peine voilée sur ses origines modestes. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix glaciale d'Henri coupa court à la conversation. Margot est une princesse de Valois. Sa seule transition est de la sphère privée à la sphère publique. Une transition qu'elle gère avec une grâce que certains feraient bien d'imiter. Le silence qui s'ensuivit fut électrique, une déclaration de guerre silencieuse entre les deux frères. Les premières semaines s'écoulèrent dans une routine de tension contenue. Une guerre froide s'installa entre eux, faite de silence pesant et de regards furtifs. Margot passait ses journées dans l'immense bibliothèque du château, se réfugiant dans les mondes de papier qui avaient toujours été son sanctuaire. Elle apprenait l'étiquette, l'histoire de Valois, se forgeant une armure de connaissances pour survivre dans cette cour de serpents. Parfois, elle croisait Henri dans les couloirs. Il revenait de son entraînement d'escrime, le visage en sueur, une lueur de vie dans ses yeux habituellement froids, ou bien il était absorbé par des documents d'État, le front plissé par le poids de ses responsabilités. Un jour, en le voyant discuter avec le chef des armées, elle fut frappée par l'autorité naturelle qu'il dégageait, un mélange de puissance et d'une profonde lassitude. Il la sentit l'observer et leurs regards se croisèrent une seconde de trop. Une étincelle, un mélange de curiosité et de défi passa entre eux avant qu'il ne détourne les yeux, son masque d'indifférence reprenant sa place. Une nuit, incapable de dormir, Margot errait dans les couloirs silencieux du palais, attirée par une fine ligne de lumière sous la porte du bureau royal. Poussée par une impulsion qu'elle ne s'expliquait pas, elle regarda par l'entrebâillement. Henri était là, le dos tourné, non pas penché sur des dossiers, mais debout devant une immense carte du monde. Il ne bougeait pas, contemplant un point précis au large des côtes africaines. Dans sa posture, elle ne vit pas le prince, mais un homme écrasé par une solitude infinie. Il passa une main lasse sur son visage, et pour la première fois, elle perçut la vulnérabilité sous l'armure de glace. C'était un simple geste, presque imperceptible, mais il fissura l'image qu'elle s'était faite de lui. Il n'était pas seulement un tyran froid, mais aussi un prisonnier, enchaîné à un destin qu'il n'avait peut-être jamais désiré. Elle recula sans faire de bruit, le cœur battant, emportant avec elle le secret de cette vision fugace, une clé qui pourrait un jour ouvrir la porte de son cœur. 1 mois s'était écoulé depuis son arrivée, 1 mois de cohabitation glaciale où une étrange dynamique s'était installée, un mélange de méfiance, de dépendance mutuelle et d'une fascination réticente. Le palais bruissait désormais des préparatifs pour l'événement le plus important de l'année, le bal souverain, où Margot serait officiellement présentée à la noblesse européenne et aux dignitaires étrangers. Ce serait son premier grand test, une performance sous les feux des projecteurs, où la moindre erreur serait disséquée par des centaines d'yeux critiques, y compris ceux particulièrement affûtés de son beau-frère Louis. Henri l'en informa un soir, sur le seuil de sa chambre, avec sa froideur habituelle. « Vous représenterez la couronne, on attend de vous la perfection. » Mais dans son regard bleu polaire, elle crut déceler une lueur d'avertissement, presque d'inquiétude, une fissure dans son indifférence. Le bal approchait, non pas comme une célébration, mais comme une arène où son humiliation publique était déjà programmée. La nuit du bal souverain tomba sur le palais comme un rideau de velours noir brodé d'étoiles. Margot descendit le grand escalier au bras d'Henri, une silhouette éthérée dans une robe de soie bleu nuit qui rappelait le crépuscule sur la Seine. Le tissu caressait sa peau, un luxe auquel elle ne s'habituait pas, et le poids des saphirs à son cou était un rappel constant de son rôle. Dans le grand salon de bal, des milliers de bougies se reflétaient dans les parquets cirés et les miroirs dorés, créant une illusion de firmament infini. La musique de l'orchestre s'élevait, une valse viennoise qui tourbillonnait avec les robes des duchesses et le cliquetis des médailles sur les uniformes militaires. Henri était à ses côtés, un prince parfait, saluant les invités avec une courtoisie glaciale, sa main sur le bas de son dos un contact formel, une possession publique qui ne la réchauffait en rien.
Elle se sentait comme une actrice sur la plus grande scène du monde, récitant un rôle appris par cœur, son sourire un masque fragile, cachant la tempête dans son âme. Ils étaient le centre de toutes les attentions, le couple royal scruté par des centaines de regards curieux et calculateurs. Margot naviguait dans cette mer de noblesse avec une grâce qu'elle ne se connaissait pas, répondant aux compliments vides avec une dignité silencieuse, son éducation littéraire lui fournissant des répliques polies qui gardaient tout le monde à distance. Elle sentait le regard de Louis, le frère d'Henri, la suivre comme celui d'un chasseur. Il se tenait près d'un groupe de vieux ducs, un verre de champagne à la main, son sourire charmant ne parvenant pas à dissimuler l'éclat prédateur dans ses yeux. Il attendait son heure, cherchant la moindre faille dans son armure. Henri, conscient du danger, restait près d'elle, son corps formant une barrière protectrice, mais son silence était lourd, comme s'il la mettait lui-même à l'épreuve. Chaque minute qui passait était une victoire précaire, chaque conversation un champ de mine qu'elle traversait avec une prudence infinie, protégeant non seulement sa propre dignité, mais l'avenir de l'enfant qu'elle portait. L'attaque survint au moment où elle s'y attendait le moins, alors qu'elle discutait avec l'ambassadeur d'Espagne. Louis s'approcha, son charme se répandant comme un poison sucré. « Votre Altesse rayonne », commença-t-il, avant de se tourner vers le petit groupe d'aristocrates qui les entourait. « N'est-ce pas merveilleux que notre prince ait trouvé une perle si inattendue, une femme du peuple, dont la seule lignée est celle de l'esprit? Dites-nous, princesse, est-ce que le sang de vos ancêtres, sans doute des gens honnêtes mais simples, ne se sent pas un peu perdu dans ces veines royales ?» Le silence tomba, lourd et immédiat. Chaque mot était une insulte polie, une humiliation publique conçue pour la réduire à ses origines modestes, pour la marquer comme une usurpatrice. Les sourires condescendants des duchesses, les regards fuyants des hommes, tout la condamnait. Elle était seule, exposée au milieu de la splendeur du bal, sa robe de princesse se transformant soudain en haillons invisibles. Tous les regards se tournèrent vers Henri. C'était son moment, l'instant où il devait la défendre, non pas comme une clause de son contrat, mais comme sa femme. Un mot de lui, un seul regard glacial aurait suffi à réduire Louis au silence et à restaurer son honneur. Mais Henri resta figé. Une lutte terrible se jouait sur son visage impassible, sa mâchoire se contracta, une veine battit à sa tempe. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La peur d'un scandale public, la haine ancestrale pour son frère, son propre orgueil de prince qui refusait de montrer la moindre faiblesse l'emportèrent. Son silence fut une trahison, un abandon bien plus cruel que les paroles venimeuses de Louis. Pour Margot, ce silence fut le coup de grâce. Il ne la voyait pas. Il ne voyait qu'un problème politique, une complication à gérer. Dans ce silence assourdissant, elle comprit qu'elle était, et serait toujours, une étrangère dans ce royaume. Et dans le cœur de cet homme, une force insoupçonnée monta en elle, celle de la louve protégeant son petit. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de ses larmes. Levant la tête, elle plongea son regard droit dans celui de Louis, un regard si intense et si plein d'une dignité inébranlable qu'il recula d'un pas. « Mon sang, votre Altesse, » dit-elle, sa voix claire et ferme, sans une once de tremblement, « est celui qui donnera un futur roi à Valois. C'est la seule lignée qui importe désormais. » Sans un regard pour Henri, elle fit une légère révérence au groupe stupéfait, puis se retourna. Elle traversa le grand salon de bal, la tête haute, un sillage de soie bleue nuit derrière elle. La foule s'écarta sur son passage, un murmure parcourant les rangs. Chaque pas était une agonie, le son de l'orchestre qui reprenait timidement une torture. Elle n'était pas en fuite, elle se retirait du champ de bataille, emportant avec elle les débris de son cœur et la promesse silencieuse de ne plus jamais laisser personne la briser. Elle ne s'arrêta pas dans ses appartements. La cage dorée était la dernière chose qu'elle pouvait supporter. Poussant les lourdes portes de chêne qui menaient au jardin, elle s'élança dans la nuit glaciale. L'air froid brûla ses poumons et cingla sa peau nue, mais c'était un soulagement bienvenu après l'atmosphère étouffante du bal. Elle courut, sans but, à travers les parterres de roses endormies, le gravier crissant sous ses chaussures de satin, jusqu'à atteindre la lisière de la forêt royale, une masse sombre et menaçante. Dans le salon de bal, le départ de Margot avait brisé la paralysie d'Henri. Une vague de honte et de regret le submergea. Il vit le sourire triomphant de son frère et comprit l'ampleur de sa propre lâcheté,
Il se lança à sa poursuite, bousculant les invités, son titre et son devoir oubliés. Mais en arrivant sur la terrasse, il ne vit que les portes ouvertes se balançant dans le vent, et la nuit vide qui avait avalé la seule femme qui portait son avenir. Elle s'enfonça dans l'obscurité de la forêt royale, un fantôme de soie et de chagrin fuyant les lumières cruelles du palais. La robe somptueuse, témoin de son humiliation, s'accrochait aux branches basses, se déchirant en lambeaux comme les dernières bribes de son espoir. Chaque pas sur le sol humide et inégal était une affirmation de sa fuite, une rupture violente avec la cage dorée qui avait tenté de l'étouffer. L'air glacial mordait ses épaules nues, mais elle ne sentait rien d'autre que la brûlure de la trahison dans sa poitrine. Ce n'était pas la méchanceté de Louis qui l'avait brisée, mais le silence assourdissant d'Henri, un silence qui avait résonné plus fort que n'importe quelle insulte, confirmant qu'elle n'était qu'un pion dans son jeu de pouvoir. Guidée seulement par la lueur blafarde de la lune, filtrant à travers les arbres centenaires, elle courait, non pas vers une destination, mais loin d'un mensonge, protégeant de ses mains le seul amour véritable de sa vie, la petite vie qui grandissait en elle. Pendant ce temps, sur la terrasse de marbre, Henri criait son nom dans la nuit, sa voix se perdant dans le murmure du vent. La panique, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis l'enfance, rongeait son contrôle de fer. Il avait failli, en tant que prince, en tant que mari, en tant qu'homme. Le visage triomphant de son frère lui revint en mémoire, et une rage froide et impuissante le submergea. Il donna des ordres secs aux gardes, organisant des recherches immédiates, son angoisse se masquant sous une autorité tranchante. Mais il savait que c'était inutile. Elle ne s'était pas simplement égarée, elle l'avait fui. Il retourna à l'intérieur, traversant le salon de bal où la musique s'était tue et où les invités chuchotaient, leurs regards curieux et accusateurs le transperçant. Le palais, symbole de son pouvoir, lui apparut soudain comme une immense prison vide, un mausolée de son propre orgueil. La porte ouverte sur les jardins était une plaie béante, un rappel de son échec monumental, le début d'un silence qui promettait d'être insoutenable. Les jours se transformèrent en une semaine brumeuse. Margot avait trouvé refuge dans un petit village alsacien, près de la frontière, un endroit si anodin qu'il en devenait la cachette parfaite. Elle avait vendu une des boucles d'oreilles en saphir qu'elle avait arrachée dans sa fuite, obtenant assez d'argent pour louer une chambre modeste au-dessus d'une boulangerie. L'odeur du pain chaud qui montait chaque matin était un réconfort simple, un ancrage dans une réalité dépouillée de tout artifice. Elle passait ses journées à marcher le long des canaux, le visage dissimulé sous un simple foulard, observant la vie des gens ordinaires avec une nostalgie douloureuse. La fatigue de la grossesse pesait sur elle, mais c'était une fatigue douce, un rappel constant de sa mission. Elle n'était plus une princesse, ni même une professeure. Elle était une mère en devenir, et dans cette solitude choisie, elle trouvait une force nouvelle, une paix précaire mais farouchement gardée, loin du tumulte et des trahisons de la cour. Au palais, l'absence de Margot était devenue un gouffre. Henri avait mobilisé toutes les ressources du royaume, mais chaque rapport revenait négatif. Elle s'était volatilisée. Il arpentait son bureau jour et nuit, le sommeil l'ayant abandonné, son esprit tournant en boucle sur son silence au bal. Il revoyait son visage, la dignité dans ses yeux, alors qu'elle lui tournait le dos, et la honte le consumait. Il négligeait les affaires de l'État, laissant son frère Louis gagner subtilement en influence auprès des conseillers, savourant chaque instant de la détresse de son aîné. Le contrat, ce document froid et calculateur qui trônait sur son bureau, lui semblait désormais obscène. Il l'avait utilisée, l'avait réduite à une fonction, et en retour, elle lui avait montré une force de caractère qu'il n'avait jamais connue. Il n'avait pas seulement perdu la mère de son héritier, il avait chassé la seule lueur d'authenticité qui avait jamais pénétré les murs glaciales de sa vie. 2 semaines s'étaient écoulées. Un soir, alors que la neige commençait à tomber sur les toits à colombages du village, Margot sentit pour la première fois son bébé bouger. Une petite pulsation, un frémissement de vie sous sa paume. Assise près de la fenêtre, regardant les flocons danser dans la lumière du réverbère, des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des larmes d'une connexion si profonde et si pure qu'elle en oublia sa solitude. C'est à cet instant qu'elle sut qu'elle ne pourrait pas se cacher éternellement.
Pour le bien de cet enfant, pour son droit de naissance, elle devrait un jour affronter son passé. Le lendemain, en achetant un journal local pour s'envelopper les mains du froid, son regard fut attiré par un petit article en page intérieure. Un appel discret de la famille royale de Valois, recherchant des informations sur une jeune femme française, avec une description qui ne laissait aucune place au doute. Le monde extérieur commençait à la rattraper. À Valois, Henri touchait le fond du désespoir. Les recherches officielles piétinaient et la pression de la cour devenait insupportable. Rejetant les protocoles, il avait engagé, dans le plus grand secret, un détective privé parisien, un homme réputé pour sa discrétion et son efficacité. C'est cet homme qui se présenta un soir dans son bureau, tenant une petite enveloppe. À l'intérieur, une photographie granuleuse, prise par la caméra de surveillance d'un prêteur sur gage dans un village alsacien. On y voyait une femme de dos, vendant une boucle d'oreille en saphir identique à celle que Margot portait au bal. C'était la première piste tangible en 15 jours. Une lueur d'espoir féroce s'alluma dans les yeux d'Henri. Il ne déléguerait plus. Il irait la chercher lui-même. Pas en tant que prince, avec une escorte et des voitures officielles, mais en tant qu'homme. Un homme qui avait une dette à payer et un cœur à reconquérir. C'était sa dernière chance, non pas de sauver son trône, mais de sauver son âme. Henri délaissa son uniforme, ses titres et son escorte, n'emportant avec lui que la photographie granuleuse et une angoisse qui lui serrait la gorge. Il quitta le palais avant l'aube, au volant d'une simple berline noire, un fantôme fuyant sa propre forteresse de pierre. La voiture filait sur les autoroutes désertes, laissant derrière elle les brumes de Valois pour s'enfoncer dans le cœur d'une France qu'il ne connaissait qu'à travers les cartes de son bureau. Chaque kilomètre parcouru était un pas de plus loin de son trône et un pas de plus près d'elle, de la femme qu'il avait traitée comme un contrat et qui hantait désormais chacune de ses pensées. Le paysage changeait. Les châteaux laissaient place aux fermes, les forêts royales aux vignobles alsaciens endormis sous un ciel de plomb. Il ne conduisait pas vers une princesse, mais vers une professeure de lettres qu'il avait humiliée, et son cœur martelait au rythme de cette terrible vérité, un mélange de peur panique et d'un espoir si fragile qu'il osait à peine y croire. Il arriva dans le petit village au crépuscule, alors que les lumières des maisons à colombages commençaient à percer la brume hivernale. L'endroit était un tableau vivant de tranquillité, un monde à des années-lumière de l'étiquette rigide et des complots de sa cour. Il se sentait étranger, un prédateur dans un sanctuaire. Son premier arrêt fut le prêteur sur gage, un homme méfiant qui, après un long silence et la vue d'un billet de banque considérable, finit par décrire une jeune femme au port altier et aux yeux tristes, mentionnant qu'elle semblait chercher refuge près de la place du marché, là où l'odeur du pain frais flottait dans l'air. Henri le remercia le cœur battant et marcha sur les pavés humides, guidé non plus par une photographie, mais par le parfum de la boulangerie, un fil invisible qui le reliait à elle. Chaque pas était une torture, chaque visage croisait une déception, l'attente devenant si insoutenable qu'elle en était presque physique, une douleur sourde dans sa poitrine. Et puis, il la vit. À travers la vitrine embuée de la boulangerie, elle était là, non pas parée de saphir, mais vêtue d'un simple manteau de laine sombre, son visage pâle encadré par un foulard. Elle souriait à la boulangère, un sourire authentique et doux qu'il ne lui avait jamais vu. Sa main était posée sur son ventre, dont la rondeur était désormais évidente sous les couches de tissu. Le monde s'arrêta. Ce n'était plus un héritier abstrait, une simple nécessité dynastique. C'était leur enfant, une réalité vivante et tangible qu'elle protégeait avec une grâce farouche. En cet instant, Henri ne vit ni la femme du contrat, ni la princesse en fuite, mais une Madone dans un décor de simplicité, une image si puissante et si pure qu'elle brisa les dernières défenses de son cœur. La honte de ce qu'il lui avait fait subir le submergea, une vague si violente qu'elle lui coupa le souffle. Il comprit alors qu'il n'était pas venu la chercher pour son trône, mais pour cette vision, pour la chance de faire partie de ce tableau. Il attendit qu'elle sorte, retenant sa respiration. Le tintement de la clochette de la porte fut le signal. Elle fit quelques pas sur le trottoir, serrant un pain chaud contre elle, puis il prononça son nom. Margot. Sa voix était rauque, brisée par l'émotion. Elle se figea, son corps se tendant comme une corde d'arc. Lentement, elle se retourna. Le choc dans ses yeux fut suivi d'une lueur de peur, puis d'une froideur polaire qui le glaça plus que le vent d'hiver.
Son regard descendit sur lui, le balayant de la tête aux pieds, notant ses vêtements civils, son visage fatigué, son absence de faste. Sa main quitta le pain pour se poser instinctivement sur son ventre, un bouclier maternel, un rappel silencieux de tout ce qui les séparait. Ils restèrent ainsi, immobiles, au milieu de la petite place du village, tandis que les premiers flocons de neige commençaient à tomber, créant une bulle de silence et de tension autour d'eux, un face-à-face inévitable entre deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle, sa voix dénuée de toute chaleur, chaque mot un éclat de glace. « L'héritier se porte bien, vous pouvez retourner à vos devoirs. » La cruauté de ses paroles était une armure, une défense contre la douleur qu'elle voyait dans ses yeux et qu'elle refusait de laisser l'atteindre. Henri fit un pas vers elle, les mains ouvertes dans un geste de reddition. « Je ne suis pas venu pour le prince de Valois, » dit-il doucement, sa voix tremblante. « Je suis venu pour Margot Dubois et pour l'homme qu'elle a rencontré à Paris. » Il s'arrêta, luttant pour trouver les mots. « Votre silence dans cette forêt a été plus assourdissant que tous les cris de ma cour. J'ai été un lâche. Margot. Au bal, mon silence n'était pas celui d'un prince protégeant sa couronne. C'était celui d'un homme terrifié. Terrifié par mon frère, par mes obligations. Mais surtout, terrifié par ce que je commençais à ressentir pour vous. Cette confession, si brute et si inattendue, plana entre eux, brisant le mur de glace qu'elle avait érigé. Les yeux de Margot s'écarquillèrent, une fissure apparaissant dans son masque de froideur. La colère était toujours là, mais elle était désormais mêlée à une confusion troublante. Cet homme, qui n'avait jamais montré qu'orgueil et contrôle, se tenait devant elle, dépouillé de toute son arrogance, lui offrant sa vulnérabilité comme une offrande de paix. La neige tombait plus drue, s'accrochant à leurs cheveux et à leurs épaules, les isolant du reste du monde. Elle ne répondit pas, son cœur un champ de bataille où la méfiance luttait contre une lueur d'espoir naissante. Henri ne la pressa pas. Il attendit, acceptant son jugement, lui laissant tout le pouvoir. « Je ne vous demande pas de revenir au palais, » continua-t-il, sa voix à peine un murmure. « Je ne vous demande pas de pardonner. Je vous demande seulement de m'écouter. 1 heure. Donnez-moi 1 heure pour vous prouver que l'homme qui se tient devant vous n'est pas le prince qui vous a laissé seul dans ce salon de bal. » Sa proposition resta suspendue dans l'air glacial, une nouvelle porte, fragile et incertaine, s'entr'ouvrant entre eux. Elle le dévisagea longuement, les flocons de neige s'accrochant à ses cils comme de minuscules diamants de glace, créant un voile fragile sur la tempête qui faisait rage dans son regard. Le silence s'étira entre eux, dense et lourd, chaque seconde une éternité où le passé et l'avenir semblaient suspendus à sa décision. Elle ne voyait plus un prince, mais un homme brisé par son propre royaume, un homme dont la solitude faisait écho à la sienne. Dans ses yeux bleus, il n'y avait plus l'arrogance du pouvoir, mais la supplique nue d'une âme à la dérive. Sa main, toujours posée sur son ventre, se détendit imperceptiblement. Elle ne lui accorderait pas cette heure par pitié ni par faiblesse, mais parce qu'une infime partie d'elle, la femme qui avait cru en la poésie des rencontres d'un soir, avait besoin d'entendre la fin de cette histoire. D'un simple hochement de tête, elle lui indiqua le petit café au coin de la place, dont les fenêtres embuées promettaient une trêve de chaleur et d'anonymat, un terrain neutre pour la plus importante des négociations. Ils s'assirent à une petite table en bois, près de la fenêtre, le monde extérieur s'estompant derrière un rideau de neige tourbillonnante. Le parfum du café chaud et de la cannelle flottait dans l'air, un contraste violent avec la froideur qui les avait définis jusqu'alors. Henri retira ses gants, ses mains tremblant légèrement alors qu'il les posait sur la table. Il cherchait ses mots, lui qui avait toujours manié le verbe comme une arme. Le contrat, commença-t-il, sa voix basse et rauque, était l'acte d'un homme terrifié, un homme élevé pour voir le monde comme un échiquier et les gens comme des pièces. J'avais besoin d'un héritier pour protéger mon peuple de mon frère et j'ai agi avec la brutalité d'un roi, pas avec le cœur d'un homme. Je ne vous ai pas vu, Margot. Je n'ai vu qu'une solution à mon problème et chaque jour depuis, la honte de cet aveuglement me consume. Je n'ai pas seulement signé un document ce jour-là, j'ai signé ma propre condamnation à une vie sans âme et je vous y ai entraîné avec moi. Il marqua une pause, plongeant son regard dans le sien, la suppliant de comprendre. Cette nuit-là à Paris, je n'étais pas un prince. J'étais juste un homme qui fuyait le poids de sa propre couronne
et j'ai trouvé en vous une lueur d'authenticité que je n'avais jamais connue. Puis la peur a tout repris. Au bal, quand Louis vous a attaqué, j'ai vu bien plus qu'une insulte. J'ai vu mon propre échec. Mon silence n'était pas de l'indifférence, c'était de la pure lâcheté. J'étais paralysé non pas par la peur du scandale, mais par la terreur de réaliser à quel point vous comptiez déjà pour moi, et par la certitude que je n'étais pas digne de vous défendre. En vous regardant partir, j'ai compris que ce n'était pas le trône que je perdais, mais la seule chance de salut que le destin m'avait jamais offerte. Je ne suis pas venu récupérer une princesse, Margot. Je suis venu chercher la femme qui m'a montré la vacuité de ma propre vie et l'homme que j'aurais pu être. Les larmes qu'elle avait si farouchement contenues commencèrent à perler au coin de ses yeux, traçant des sillons chauds sur ses joues froides. C'était la confession qu'elle n'avait jamais osé espérer, une mise à nu si complète qu'elle désarmait toute sa colère. Sa propre douleur remonta à la surface, non plus comme un bouclier, mais comme une vague de tristesse partagée. « Votre silence, murmura-t-elle, sa voix brisée, a confirmé tout ce que je pensais de moi-même, que j'étais une erreur, une intruse, un simple ventre pour porter un nom. Vous ne m'avez pas seulement laissé seul face à votre cour, Henri, vous m'avez laissé seul avec la honte que vous aviez vous-même créée. Chaque jour dans ce palais, j'ai senti le poids de ce contrat, non pas comme une protection, mais comme les barreaux de ma cage. Je ne fuyais pas le rôle de princesse, je fuyais le fantôme de cette femme que vous aviez réduite à une clause sur un papier. Son aveu à elle était tout aussi puissant, un miroir de leur souffrance mutuelle. Ému par ses larmes, Henri tendit la main à travers la table, un geste hésitant, presque timide. Ses doigts effleurèrent les siens. Le contact fut un choc, une décharge de chaleur qui sembla faire fondre des mois de glace en un instant. Il ne la saisit pas, il lui offrit sa main, attendant qu'elle accepte le contact. Lentement, les doigts de Margot se refermèrent sur les siens. C'était un pacte silencieux, une absolution. « Je ne peux pas effacer la douleur que je vous ai causée, dit-il, sa voix pleine d'une émotion brute. Mais je peux passer le reste de ma vie à essayer de la guérir. Ne revenez pas pour le trône, Margot. Ne revenez pas pour moi. Revenez pour nous, pour construire une famille sur les ruines de ce contrat. Une famille basée non pas sur le devoir, mais sur le choix, notre choix, chaque jour. » Il serra doucement sa main, un serment plus puissant que tous les vœux prononcés dans une cathédrale. C'était une promesse de rédemption, une invitation à réécrire leur histoire ensemble, loin des ombres du passé. Elle le regarda, voyant enfin l'homme derrière le prince, l'âme vulnérable derrière l'armure. Un sourire fragile, le premier qu'il lui voyait adresser, naquit sur ses lèvres. « Alors nous n'aurons plus de porte fermée entre nous, » dit-elle, non pas comme une question, mais comme la première clause de leur nouvel accord. Plus de secrets, plus de murs. C'était son oui, un oui véritable cette fois, qui résonnait avec la force de l'amour et du pardon. Ils restèrent ainsi, main dans la main, tandis que la neige continuait de tomber, scellant leur réconciliation dans la quiétude d'un village alsacien. Leur plan était simple et terrifiant, qu'ils retourneraient à Valois ensemble, non plus comme des contractants, mais comme des partenaires, prêts à affronter Louis, la cour et le monde entier. Dans les jours qui suivraient, ils prépareraient leur retour, mais ce soir-là, pour la première fois, ils étaient simplement Henri et Margot. Le couronnement de leur amour n'aurait pas lieu dans un palais, mais dans le cœur l'un de l'autre, ici même, dans la chaleur d'un petit café. 1 an s'était écoulé, une année entière pour que les blessures se transforment en cicatrices, puis en souvenirs lointains. Ils se tenaient de nouveau dans la cathédrale Notre-Dame de Valois, non pas comme des étrangers liés par un contrat, mais comme 2 âmes qui avaient traversé l'enfer pour se retrouver. La lumière qui filtrait à travers les vitraux semblait plus chaude, moins accusatrice, et l'odeur des lys avait été remplacée par celle des roses blanches, symbole d'un amour naissant. Margot ne portait plus de voile pour cacher ses larmes, son visage était radieux, tourné vers Henri. À ses côtés, le prince n'était plus une statue de glace, mais un homme dont les yeux bleus reflétaient une dévotion si profonde qu'elle semblait combler chaque recoin de la nef. Entre eux, dans les bras d'une dame de compagnie, leur fils, le petit prince Alexandre, gazouillait doucement, ignorant qu'il était le catalyseur vivant de cette rédemption, le pont d'amour qui avait finalement réuni ses parents. Cette fois, les vœux n'étaient pas lus dans un missel, mais prononcés depuis le cœur. Henri prit les mains de Margot dans les siennes,
son contact ferme et rassurant. « Devant Dieu et devant notre peuple », commença-t-il, sa voix résonnant avec une émotion sincère. « Je ne te demande pas pardon pour ma lâcheté passée, car le pardon se mérite. Je te promets de passer chaque jour de ma vie à te prouver que l'homme qui se tient devant toi est digne de ton amour. Tu n'es pas ma princesse par contrat, Margot. Tu es la reine de mon cœur, la lumière de ma vie et la mère de notre avenir. » Des larmes de joie perlèrent aux yeux de Margot, tandis qu'elle lui répondait, sa propre voix, un murmure empli de force. « Et moi, Henri, je n'épouse pas un prince, mais l'homme qui a eu le courage de détruire sa propre forteresse pour trouver mon cœur. J'accepte ta promesse et je t'offre la mienne, un foyer, un rire, une famille, pour toujours. » L'échange des nouvelles alliances fut un serment scellé par un baiser tendre et passionné, sous les applaudissements émus d'une cour qui assistait enfin à un véritable conte de fées. Leur vie n'était plus confinée dans les appartements froids et distants de l'aile royale. Ils avaient choisi de s'installer dans le pavillon des Orangers, une demeure plus intime, nichée au cœur des jardins du palais, baignée de lumière et de rires d'enfants. Les portes, autrefois symboles de leur séparation, restaient toujours ouvertes, laissant le parfum des fleurs et les sons de la vie de famille circuler librement. Les journées n'étaient plus rythmées par le protocole, mais par les siestes d'Alexandre, les promenades main dans la main le long des étangs et les soirées passées près du feu. Le contrat de mariage, cet infâme document, avait été solennellement brûlé par Henri, ses cendres dispersées au vent. À sa place, sur le mur du salon, trônaient les premiers dessins de leur fils, des gribouillis colorés bien plus précieux que n'importe quel traité royal. Henri avait appris à changer des couches et Margot avait appris à présider un conseil de bienfaisance, chacun trouvant sa force dans le monde de l'autre. Ils affrontaient désormais le monde comme une unité inséparable. Lors des dîners d'État, la dignité silencieuse de Margot s'était muée en une assurance tranquille et la froideur d'Henri en une chaleur protectrice. Le prince Louis, dont les intrigues avaient échoué face à la sincérité de leur amour et à la confession publique d'Henri, avait été écarté de la ligne de succession et vivait dans un exil doré, sa présence à la cour n'étant plus qu'un lointain souvenir de l'ombre qu'ils avaient vaincue. Un printemps, ils retournèrent à Paris, non pas comme un prince et une roturière, mais comme une famille. Ils se promenèrent dans les jardins du Luxembourg, là où Margot avait autrefois marché seule, le cœur lourd d'incertitude. Henri la regarda pousser la balançoire de leur fils et le soleil filtrant à travers les feuilles, et il sut qu'il ne contemplait pas seulement sa femme, mais son salut, la poésie vivante qui avait donné un sens à sa prose royale et austère. Un soir, alors qu'Alexandre dormait paisiblement dans son berceau, ils se retrouvèrent sur la terrasse de leur pavillon, la lune jetant un éclat argenté sur les jardins silencieux. Henri prit doucement la main de Margot et la porta à ses lèvres, s'attardant sur une petite cicatrice à son poignet, souvenir d'une tarte aux pommes préparée avec plus d'amour que de talent. « Parfois, je me réveille la nuit, » avoua-t-il, sa voix à peine un souffle. « Et je suis terrifié à l'idée que tout cela ne soit qu'un rêve, que je suis encore cet homme seul dans son bureau, avec pour seule compagnie un contrat et le poids d'une couronne. Tu ne m'as pas seulement donné un fils, Margot, tu m'as rendu mon âme. » Elle se blottit contre lui, posant sa tête sur son épaule, sentant les battements réguliers de son cœur. « Nous n'étions pas un rêve, Henri, » murmura-t-elle. « Nous étions un cauchemar qui a eu le courage de se réveiller. » Ils restèrent ainsi, enlacés, contemplant les étoiles, deux prisonniers devenus gardiens de leur propre bonheur. Leur histoire, née des cendres d'un accord glacial, était devenue une légende à Valois, un rappel que même les cœurs les plus endurcis peuvent apprendre à aimer. Le trône d'Henri était plus solide que jamais, non pas parce qu'il avait un héritier, mais parce que son peuple voyait en lui un roi qui gouvernait avec le cœur autant qu'avec la raison. L'amour n'avait pas été une faiblesse, mais sa plus grande force, une couronne invisible bien plus éclatante que celle sertie de diamants. Leur bonheur était leur véritable royaume, un territoire conquis non par le pouvoir, mais par le pardon et la vulnérabilité. Si ce voyage de la solitude à l'amour a ému votre cœur, dites-nous en commentaire quel moment vous a le plus touché. Partagez cette histoire avec ceux qui croient aux secondes chances et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines romances. Le prince avait conquis un royaume, mais l'homme, lui, avait gagné un univers.